Référendum à sa question. Trois-Rivières, 200 Hells et 300 policiers aux funérailles de Richard Aymon. Éducation et frais de scolarité, pas de hausse, crient les étudiants. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, on a maintenant, de façon définitive, la question à laquelle les Québécoises et les Québécois devront répondre dans 40 jours pour décider de la relation du Québec avec le reste du Canada. L'Assemblée nationale a adopté par un vote de 75 contre 44. Il n'y a pas d'ajout, pas d'amendement. En fait, c'est celle qu'ont formulée les souverainistes. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, oui ou non? Ce sont les deux chefs de parti qui ont clôturé le débat. Votez oui, votez non, plutôt, dit Jacques Parizeau, c'est mettre l'avenir des Québécois entre les mains de Jean Chrétien. Votez oui, affirme Daniel Johnson, ne ferait qu'empirer la situation difficile que traversent les Québécois. Quelques précisions de Gilles Morin. Alors que les députés en faveur de cette motion veuillent bien se lever, s'il vous plaît. Monsieur Parizeau, l'Assomption. La quasi-totalité des députés péquistes étaient là pour voter en faveur de la question référendaire. Mario Dumont s'est joint à eux. 44 députés libéraux ont voté contre. Le député indépendant, Jean Filion, s'est abstenu. Les libéraux n'ont pas réussi à faire inclure le mot « pays souverain » dans la question. Dans son intervention pour clôturer le débat de 35 heures, le premier ministre Parizeau a reconnu que le camp du non lui avait donné du fil à retordre au cours des derniers jours. Depuis quelques jours, le camp du non a entrepris une opération coup de poing. Pour ne pas être en reste, il s'est attaqué au gouvernement chrétien qui réserverait de mauvaises surprises aux Québécois après une victoire du non. Est-ce qu'ils savent que Jean Chrétien attend le 31 octobre pour s'attaquer aux pensions de vieillesse? Oui, ils le savent. Dans sa réplique, Daniel Johnson a frappé sur le même clou. Un partenariat irréalisable et une démarche irréversible proposée par le oui. Que cette décision d'appuyer éventuellement, hypothétiquement, le projet du gouvernement sera irréversible. Que ses conséquences, notamment en matière économique et sociale, seront irréparables. D'ailleurs, durant ces 2 semaines de débat, les libéraux se sont appliqués à mettre en doute la crédibilité de l'offre de partenariat au reste du Canada et surtout des études sur la souveraineté commandées par le ministre Lehir. Ils l'ont constamment placé sur la défensive, allant jusqu'à demander sa démission. Que devant le comportement, les décisions et les réponses de son ministre à la restructuration, qu'il entend le démettre de ses fonctions parce qu'il a menti à la population et à la Chambre. Cette stratégie de publier un tas d'études plus ou moins controversées ne fait pas l'unanimité dans le camp du oui. Mario Dumont aurait préféré une mise à jour de celle de la commission Bélanger-Campeau. C'est que vous voulez des études. Un camp va faire ses études pour essayer de démontrer sa thèse. L'autre camp va essayer de faire des études pour faire démontrer sa thèse. On ne réglera pas l'avenir du Québec sur la base des études, des études, des études. Les péquistes admettent qu'ils n'ont pas eu le meilleur dans ce débat. Ils estiment quand même ne pas avoir perdu trop de votes. Je suis de ceux qui pensent que les débats parlementaires ont une influence très marginale sur les intentions de vote. Les deux camps poursuivront les hostilités sur le terrain pendant qu'ils formeront les comités parapluies du oui et du non. La campagne référendaire se mettra officiellement en branle vers le 1er octobre en prévision du scrutin du 30 octobre. Gilles Morin à Québec. Maintenant, comment réagira Ottawa si les Québécois répondaient oui à cette question qui est maintenant officielle? Aux communes, c'est le même thème depuis 3 jours. Le premier ministre et l'opposition rivalisent d'invectives, de déclarations sur le sujet. Et aujourd'hui, le ton a encore monté. Le Bloc québécois, ensuite Preston Manning, ont pressé M. Chrétien d'expliquer son refus d'accepter une victoire serrée des souverainistes. Voyons un peu les échanges que nous décrit Geneviève Rossier. Surprenant peut-être, mais vrai. Les clubs de chasse et de pêche ont maintenant un rapport avec le débat référendaire. Bill Johnson qui disait dans la Gazette ce matin, qui disait que pour défaire un club de chasse et pêche au Québec, dans une loi proposée par... Ça prend les 2 tiers des votes. Je ne dis pas que ça prend les 2 tiers des votes. Je vous dis que... Non, mais écoutez, moi je dis que... Je comprends qu'ils ont 2 poids, 2 mesures, encore une fois. Pour le Bloc, ce genre de comparaison révélerait l'arrogance de Jean Chrétien à l'endroit du Québec. À part son obsession anti-Québec,
Son premier devoir de premier ministre, c'est non seulement de protéger la démocratie, mais d'être le premier à donner l'exemple en la respectant. Mais je n'ai pas d'illusion, sachant qu'il s'agit de celui qui a enfoncé une constitution de la gorge des Québécois et des Québécoises. Le premier ministre répond que l'honnêteté du camp souverainiste est à mettre en doute. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes, puis vous allez en manger une belle. Mais pour Jean Chrétien, les attaques du Bloc sont somme toute prévisibles. Celles du chef réformiste le sont moins. Monsieur Manning voudrait qu'une victoire du non signifie aussi un non au statu quo. Il fait allusion à une décentralisation qui serait aussi souhaitée dans l'Ouest, mais pas à un changement constitutionnel. Jean Chrétien lui répond ce qu'il a tant de fois répondu à Lucien Bouchard. Le fardeau de la preuve, dit-il, n'appartient pas cette fois aux fédéralistes. Les réformistes ont atténué leurs attaques. Aujourd'hui, un changement de stratégie qui était, nous dit-on, prévu. Il n'aurait rien à voir avec les pressions de Jean Chrétien, ni avec celles de certains partisans réformistes qui n'aiment pas voir leur parti poser les mêmes questions que le Bloc québécois. Ici Geneviève Rossier, à Ottawa. En tout cas, il y a un observateur intéressé qui est convaincu qu'Ottawa n'aurait d'autre choix que d'accepter une victoire claire du oui. Et c'est Robert Bourassa qui était à Washington aujourd'hui. C'était sa première intervention référendaire depuis la publication de son livre, il y a quelques semaines. L'ancien premier ministre, devant un auditoire de gens d'affaires, a mis en doute le sérieux de l'offre de partenariat économique des souverainistes. Julie Miville-Dechaine a assisté à la rencontre. Invité par le Conseil d'affaires canado-américain, l'ancien premier ministre du Québec s'est livré à une critique complexe et tout en nuances de la démarche référendaire. L'offre de partenariat avec le Canada est confuse et hypothétique, dit Robert Bourassa, qui croit que les Québécois, un peuple prudent, y penseront à deux fois avant de se séparer. Les Québécois sont très attachés au Canada, poursuit-il, sans vouloir aller jusqu'à prédire le résultat référendaire. It's difficult to make any prediction. Est-ce que le fédéral devrait reconnaître un oui référendaire, s'est-il fait demander. La question ne se pose même pas, a-t-il dit. Rappelez-vous que Trudeau a participé à la campagne de 80. Un oui est un oui et un non est un non. I don't think this is an issue. If there's a yes, there's a yes. If there's a no, there's a no. Robert Bourassa refuse toutefois de dire si 50% plus une voix serait suffisant pour déclarer l'indépendance. Là, ça serait au gouvernement à ce moment-là, au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral, à assumer leurs responsabilités si jamais on avait un vote là, dont l'écart de quelques centaines de voix ou quelques... Et si c'est un non, croit l'ancien premier ministre, les Québécois ne perdront rien. Le rapport de force du Québec est toujours là. Cette avocate américaine dit que les arguments de Robert Bourassa l'ont convaincu que le Canada devait demeurer uni. Convinced me, as an American, that there is very sound reason for unity. It would be a very complicated process, I believe. Un de ceux qui a été au cœur des négociations du libre-échange dit que si le Québec se sépare, il devra, tout comme le Chili, négocier son appartenance à l'ALENA. Et ce sera compliqué. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de transporter à l'extérieur du Québec ou du Canada le débat référendaire. Robert Bourassa parlait à un auditoire de Canadiens et d'Américains avertis qui suivent la question québécoise. Mais son discours n'aura sans doute pas beaucoup d'écho aux États-Unis, car aucun grand média américain ne s'est déplacé pour l'entendre. Julie Miville-Dechaine, à Washington. La moitié, la Cour suprême et le tabac, le droit à la publicité est rétabli. La guerre des motards reprend, 5 attentats, 3 morts. Le financement d'un Québec souverain, pas de problème, concluent des spécialistes américains. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Dans quelques instants, au point, au moment où la consommation de tabac augmente chez les jeunes en particulier, quel sera l'impact de la décision de la Cour suprême de permettre à nouveau la publicité sur les cigarettes?
Une autre étude sur la souveraineté des finances, elle est américaine, celle-là. Et ce qui est nouveau, c'est que pour une rare fois, des analystes de Wall Street affirment qu'un Québec souverain n'aurait aucune difficulté à assurer son financement sur les marchés internationaux. Même qu'on ne prévoit aucune modification de la cote de crédit du Québec, pas de dévaluation non plus des obligations de la province. Pierre Tourangeau nous présente l'étude et ses auteurs. Albert Gordon, 94 ans, n'est pas le premier venu. Cette légende vivante de Wall Street suit le marché canadien depuis 1925. Les trois autres co-auteurs sont des spécialistes des marchés internationaux qui ont œuvré dans d'importantes maisons de courtage et d'analyse de crédit. Les auteurs concluent qu'advenant l'indépendance, l'effet sur les cotes de solvabilité du Québec serait marginal et la valeur des obligations québécoises resterait inchangée. L'État québécois aurait toujours un accès constant au marché des capitaux à des conditions semblables à ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Al, Mr. Gordon. Les auteurs estiment même que ces conditions pourraient être meilleures, puisqu'une province est toujours moins bien cotée qu'un État souverain. Et ils ajoutent que ce serait un non-sens que de réduire la cote de crédit du Québec, puisque ça équivaudrait à mettre le nouvel État dans le même panier que les anciens pays de l'Est. You would then be saying that Quebec compares to an Eastern Bloc country. En publiant cette analyse, le groupe souhaite dissiper l'inquiétude provoquée, à son avis, par le silence des grandes banques sur la solvabilité d'un Québec indépendant. Nous croyons, dit-il, que toutes ces banques seraient les premières à vouloir financer un Québec souverain. L'analyse du groupe new-yorkais était attendue avec impatience, puisqu'une première conférence de presse avait été annulée à la dernière minute, mardi dernier. Sans compter que le grand courtier Payne Weber, l'employeur d'Albert Gordon, a tenu à préciser qu'il endossait cette étude, mais qu'il ne l'avait pas commandée. Problème d'intendance, disent les auteurs, qui refusent de voir là le résultat de pression politique. À Québec, le gouvernement s'est empressé de réagir. C'est une étude faite par des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont des États-Unis, des analystes férus. Ben oui, mais ils arrivent dans le fond aux mêmes conclusions qu'on dit depuis longtemps. Un Québec souverain, sa capacité financière n'est pas diminuée. Du côté de l'opposition, toutefois, on est moins enthousiaste. Là, j'ai rarement vu ça. Il y a des failles énormes qu'on peut déceler là à la lecture, la première lecture rapide de ce document-là. L'étude new-yorkaise est d'autant plus intéressante qu'elle vient de spécialistes réputés. Il reste que ces quatre auteurs ont déjà été associés à la firme Kidder Peabody, le courtier qui émettait les obligations québécoises durant les 2 mandats de René Lévesque. Pierre Tourangeau, à Montréal. Et depuis ce soir, des gens d'affaires pour le non sont en campagne. Ça s'est passé tout à l'heure à Québec en compagnie des dirigeants du camp fédéraliste. Et la soirée a donné l'occasion à l'un des plus éminents membres du groupe, Laurent Baudouin de Bombardier, de livrer une charge sur les conséquences d'une éventuelle souveraineté. Nous retrouvons Gilles Morin à Québec. Le président de Bombardier s'est servi de l'exemple de Canadair pour illustrer les avantages du régime fédéral canadien. Canadair a pu concurrencer des pays comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis dans l'industrie aéronautique parce que le gouvernement canadien l'a appuyé par ses programmes d'aide à l'exportation et en recherche et développement. Laurent Baudouin a laissé entendre que Canadair pourrait avoir de la difficulté à survivre dans un Québec indépendant parce que ce nouveau pays n'aurait pas la taille pour appuyer ce type d'entreprise. Il est exclu, mesdames et messieurs, qu'un État rapetissé aux dimensions d'un Québec indépendant puisse supporter de manière adéquate le développement de ce type d'entreprise. M. Baudouin s'est interrogé sur ce qu'il adviendrait des contrats des CF-18 et de l'Agence aérospatiale dans un Québec indépendant. Quand j'entends les séparatistes prétendre que la participation du Québec à la Fédération canadienne nuit à notre développement économique et social, je me dis qu'il faut être aveugle ou inconscient pour parler de la sorte. Pour sa part, le président du comité organisateur du non, Michel Bélanger, a dénoncé certaines prétentions de Jacques Parizeau à l'effet que les relations commerciales avec le reste du Canada seraient préférables entre pays souverains qu'entre provinces. Mais ils nous disent maintenant des choses qui sont fausses. Ce n'est pas vrai que c'est mieux pour l'industrie du Québec, pour le commerce québécois, de vivre sur les règles seulement de l'ALENA plutôt que de tirer profit de l'Union canadienne comme nous le faisons. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Plus d'une dizaine de femmes et d'hommes d'affaires ont témoigné de la contribution canadienne dans leur réussite. Selon Daniel Johnson, c'est pour éviter un recul que ces gens d'affaires voteront non. Et c'est parce que nos gens d'affaires ont de la vision, ont de l'ambition, ont le sens de l'innovation
et ont le goût du risque, qu'ils disent non, il n'y a aucune raison de voter oui, et on a raison de voter non. Le camp du non mise beaucoup sur les arguments économiques pour convaincre les Québécois à voter non. À plusieurs occasions, les auteurs d'histoires à succès viendront par leurs témoignages appuyer la cause. Gilles Morin, à Québec. Aujourd'hui, les souverainistes ont publié Le cœur à l'ouvrage. C'est en fait le projet de société qui était réclamé depuis les commissions sur l'avenir du Québec. Le cœur à l'ouvrage, le titre tombe à point. Les péquistes, semble-t-il, seraient dans une passe un peu difficile. Ils ont eu un caucus mouvementé hier à propos de dissensions sur la stratégie à suivre. Mais tout, paraît-il, serait rentré dans l'ordre depuis. Bref, les observations de Christine Saint-Pierre. À plusieurs reprises au cours des commissions sur l'avenir du Québec, l'idée d'un projet de société est ressortie. Les gens voulaient savoir comment un Québec souverain allait changer leur vie. Le cœur à l'ouvrage. L'ouvrage de 85 pages tente de démontrer qu'un Québec souverain serait plus fort. Éducation, santé, travail, langue, fiscalité, immigration, tous les ingrédients sont là, selon Jacques Parizeau, pour susciter une seconde révolution tranquille. On a essayé de fournir un certain nombre de jalons, de perspectives quant à l'avenir, sans se prendre pour d'autres. Selon Lucien Bouchard, le document propose une impulsion nouvelle que le régime actuel empêche. Nous aurons une libération des énergies qui présentement stagne. Appelé à commenter l'ouvrage, le chef du camp du non en a minimisé l'impact, même s'il admettait ne pas encore l'avoir lu. Est-ce que c'est un document qui vise à cacher, encore une fois, les coûts de la souveraineté? Le lancement du cœur à l'ouvrage arrive à un moment où les troupes péquistes semblent vouloir sombrer dans le découragement. D'ailleurs, les députés péquistes n'ont pas caché leur frustration hier lorsqu'ils se sont réunis en caucus. Un caucus, ça sert à faire sortir de la vapeur. Puis il en est sorti pas mal hier. Lucien Bouchard rappelle qu'il reste encore 6 semaines avant le 30 octobre. Ceux qui sortent le champagne à Ottawa, là, on leur réserve de très grosses surprises. Parce que la population réfléchit présentement. Elle écoute. Et elle portera un jugement terrible sur ces gens-là, à Ottawa en particulier, qui ont dit cette semaine ce qu'ils ont dit. Avec cet ouvrage rendu public aujourd'hui, le camp du oui espère convaincre les indécis, cette petite proportion de l'électorat sur qui repose le résultat final. Aussi, l'ouvrage s'adresse à la clientèle féminine qui, comme on le sait, est beaucoup moins portée vers la souveraineté. Christine Saint-Pierre, à Montréal. La politique traditionnelle de non-ingérence et de non-indifférence à l'égard du Canada, peu importe les résultats du référendum. Son vis-à-vis français, Hervé de Charette, lui a donné raison. Nous n'avons pas l'habitude de nous mêler des affaires des autres. Et donc, nous n'avons pas l'intention, ni de près, ni de loin, de nous ingérer dans les affaires qui intéressent un pays ami. Maintenant, dans l'hypothèse d'un Québec souverain, les cris d'Abbé James ne pourraient pas s'en séparer. C'est David Clich, le responsable des affaires autochtones du gouvernement, qui a voulu mettre les points sur les i. Les cris qui s'apprêtent à tenir leur propre référendum pour décider de rester dans le Canada plutôt qu'au Québec, dans l'éventualité, évidemment, d'une victoire du oui le 30 octobre. Les précisions de Lynn Pagé. Tout comme l'avait fait le gouvernement québécois, les cris tiennent une commission itinérante sur leur avenir. Et puis, ils tiendront aussi un référendum avant le... Le cœur à l'ouvrage. And there is something here for virtually everyone. For the unemployed, job creation will be the top priority. For women, better maternity benefits and daycare. For young people, a new Quebec will bring in sweeping educational reform. For seniors, a promise of a society with more respect for its elders. Quebec, it says, needs to control its own destiny. Voting yes means voting for what we are and for what we want to become. It is called Our Hearts Are in Our Work, but today it sometimes seemed the leaders' hearts were someplace else, and with reason. The sovereignty campaign so far just hasn't caught on. In the Parti Québécois caucus, there's even been open frustration, members complaining about the way the campaign has been run, complaining that the Premier's inner circle is not consulting them. Jacques Parizeau's response? It's to be expected. Caucuses are useful to let some steam out. It doesn't necessarily mean that all that steam should find its place in the papers, but I mean that's the way it is. I think it's what we used to call in the army the combat fever. That's Bernard Landry, the Deputy Premier. Like many members of the government, he will admit publicly that the last few weeks have been rough.
He also says the campaign has now moved away from the National Assembly and things will change. We would like to talk about the core of the matter, the bottom of the things, the right of the Quebec people to take his destiny in his hand. But the leaders were asked, after such a difficult start, how can they expect to win? An angry Lucien Bouchard snapped back. Ceux qui servent le champagne à Ottawa, là, on leur réserve de très grosses surprises. Parce que The Ottawa politicians who are already popping the champagne, he said, they're in for a surprise. As for the campaign, the public rallies and the big blueprint promotion, they're about to begin. At least we're proposing change, sovereignists will tell Quebecers. Federalism, with all its cutbacks, they'll say, that's just less of the same. Tom Kennedy, CBC News, Montreal. It's been said that Canadians are tired of talking about Quebec sovereignty and the referendum, but are they? More on that in tonight's Moskowitz File. Here's our chief political correspondent, Jason Moskowitz. Our phone lines are open now at 974-TALK. The game is over now, because once they separate, they're going to have no heat, no light, nothing. The Lucien Bouchard and Jacques Parizeau. It's not Parizeau, it's Piggyzo. Well, whichever. Quebec, the referendum. Bouchard, Parizeau, Chrétien, Manning. The Quebec debate has the open line programs buzzing in Alberta, British Columbia, Manitoba, and Ontario. One would assume the same holds true in Quebec. Accepteriez-vous un centre d'accueil? Jean Lapierre was a longtime Liberal MP. For a short time, he was an MP for the Bloc Québécois. Now an open line host in Montreal, politics is his thing. There's a referendum campaign on, so ask the question. What has he been talking about on Quebec's most listened to open line? Well, on this day, he's talking about whether people would like to see young offenders living in a halfway house in their neighborhood. This week, they've talked about the Hells Angel bombings. They talk a lot about crime and whatever else they think is interesting. You frankly admit that on your own radio program, you try not to talk about the referendum or politics too often because it's no good for the ratings. You're right. We try to have a quota of once a week for politics because the public at large is not as interested. I think that Chrétien is just doing the same thing that Lucien Bouchard is doing. So far, most of the interest lies with Canadians who don't even have a vote on October the 30th. And they It motivates politicians to talk about the referendum in places like Vancouver, while the Hells Angels fill the airwaves in Quebec. Your caller's right. What Manning is doing is trying to play tough guy. I'll tell you one thing. I am 100% behind Preston Manning. You know, the Reform Party are a bunch of simple-minded hypocrites. It was Preston Manning who kept the open lines humming this week. The Reform Party's unity critic says the keen interest outside of Quebec is based on one principle: fear. Somehow the result isn't binding and final, and I think that alone has people pretty excited. In the rest of the country? Pretty agitated. That's the trigger? Yeah, I think that's the trigger. For God's sake, when's this country going to wake up? Get it over with is one prevailing view. Don't exclude us from the debate is the other. The time has come to get the definitive answer, the final answer out of Quebec. Well, that's my point. Yes or no? Are you going to stay or are you going to go? The government did not have an easy week debating the Reform Party as well as the Sovereignists. In fact, dealing with two opposition parties instead of one actually fueled a lot of the discussion on the open line programs. That is, the open line programs outside of Quebec. Jason Moskowitz, CBC News, Ottawa. War zone again today. This time, the Bloc Québécois took on the Prime Minister, accusing him of dirty dealing over a decision he made nearly 2 years ago. The story from Sasha Petrusik. It wasn't clear whether this was a lull in the referendum battle here or just another way of attacking the no forces. Le Premier ministre, qui se trouve maintenant doublement contredit. Certainly, the Prime Minister's credibility was the Bloc's target. And the denials were vehement. The issue was the former Tory government's deal to privatize Toronto's Pearson Airport and the Liberal government's cancellation of that deal. The allegation against Jean Chrétien has been made and denied several times in the past, repeated last night in front of a Senate committee. When I met with Mr. Chrétien... Jack Matthews was the president of the company that was supposed to benefit from the Pearson deal. He says he met with Chrétien in 1990. At the time, he says, Chrétien was working as a lawyer, preparing his bid for the Liberal leadership. I believed he was asking for a $25,000 donation. Did you ever think that your refusal to donate money may have something to do with the cancellation? The answer to the question is yes. I have verified
the time and date of the meeting. But Chrétien's former law colleague, who was also at the meeting with Matthews, says that meeting was in 1989, long before the leadership race, and he denies donations were ever discussed. Je n'ai jamais fait la sollicitation moi-même. Chrétien said he never solicits campaign funds personally, but that wasn't good enough for the Bloc. Prêter serment et répondre aux questions. Why won't he appear at the Senate committee under oath? Chrétien held his ground. Si vous voulez apporter une Bible ici, je vais vous prêter serment devant toute la nation. Bring me a Bible right here, right now, he said. I'll swear in front of the whole country. There is no more evidence to back up these allegations now than there was 10 months ago when they were first raised in the House by the Bloc. Yet the attack today was more sustained, more personal than ever before. And if it's the kind of attack that continues, it could be a sign that undermining the credibility of the Prime Minister has become just another way of promoting sovereignty in Parliament. Sacha Petrusek, CBC News, Ottawa. Envahirait alors les marchés canadiens et québécois. Une catastrophe, dit-il. Et les États-Unis saisiraient l'occasion pour renégocier les protections essentielles obtenues de peine et de misère par le Canada. Pensez-vous un seul instant que le Canada se rendrait à ce point vulnérable? Le ministre en a rajouté, l'adhésion d'un Québec souverain à l'ALENA ne serait ni automatique, ni facile, ni rapide. Surtout parce que pour en devenir membre, il faut d'abord faire partie de l'Organisation mondiale du commerce. Le Québec sera obligé de négocier des ententes séparées avec des douzaines de pays membres de l'OMC. Pas seulement avec des pays en développement, mais avec le G7, les États-Unis, le Canada, les Européens, le Japon. Et c'est sur le même ton qu'il s'est attaqué à l'union douanière et à la monnaie commune. Comment les séparatistes peuvent-ils prétendre être encore plus maîtres chez nous quand ils savent pertinemment que les conséquences de la séparation seraient décidées par d'autres? Dans le camp du oui, on n'a pas tardé à répondre à ces attaques. Si le reste du Canada veut continuer de faire du commerce avec Québec, il n'y a pas de doute qu'il voudra, parce qu'il sera dans l'obligation de le faire, il va être obligé de négocier avec Québec. Le Québec est-il une économie de marché, oui ou non? Respecte-t-il déjà toutes les clauses du GATT-OMC? Dans les deux cas, la réponse est oui. Ça veut dire qu'il serait admis de la même manière et sans formalité et rapidement que l'ont été la République tchèque et la République slovaque. Paul Martin a mis le paquet. Il y a longtemps qu'il préparait ce discours. Il l'a livré sans émotion et sans s'écarter de son texte. Il a aussi joué de prudence. Il est reparti en évitant soigneusement de répondre aux questions des journalistes. Pierre Tourangeau, à Montréal. Nous diffuserons des extraits plus complets du discours de Paul Martin et de la réplique du camp du oui dans la deuxième partie de notre émission. Les propos de Paul Martin ont été repris ce soir par Daniel Johnson, le chef du camp du non. Il ne voit pas, lui non plus, pourquoi le Canada négocierait un accord économique avec le Québec. Daniel Johnson est à Rivière-du-Loup, le fief de Mario Dumont. Plus tôt aujourd'hui, il était à La Pocatière, où il a reçu un accueil plutôt froid à l'usine Bombardier. Le compte-rendu de Christine Saint-Pierre. Le chef du camp du non visitait ce matin l'usine Bombardier de La Pocatière qui emploie 650 travailleurs. Alors que Daniel Johnson se croyait en terrain conquis, des travailleurs ont ouvertement affiché leurs couleurs. Mais surtout, ils n'ont pas apprécié l'intervention de leur grand patron en faveur du non dans la campagne référendaire. Moi, je trouve qu'un président de la compagnie n'a pas d'affaires à se mêler le nez là-dedans. Le monde, on peut dire qu'on est dans une société libre. On ne peut pas d'être libre de nos actes, de ce qu'on fait. Pas mettre l'ouvrage puis le voteur ensemble. Je trouve pas. C'est notre seul droit. Quelques minutes plus tard, on a rapidement fait disparaître les affiches du oui qui agaçaient la caravane du non. Et quelques heures plus tard, devant ses militants, Daniel Johnson a minimisé l'incident. Je suis obligé de constater qu'il ne doit pas y avoir une grosse campagne d'intimidation de qui que ce soit chez Bombardier, parce que des employés, ça ne dérange pas de passer à la télévision et de dire qu'ils ne pensent pas comme le boss. Bon. D'ailleurs, le chef du camp du non ne voit pas où est la controverse dans les propos du numéro 1 de Bombardier. Je n'ai pas vu de controverse, j'ai vu des divergences d'opinion. Moi, j'ai remarqué que ça ne finira pas 100 à 0. Le référendum, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Par ailleurs, le chef du camp du non n'avait pas de réponse à donner aux questions touchant la fermeture en 1997 de la ferme expérimentale d'Agriculture Canada de La Pocatière, la plus vieille ferme expérimentale au Canada. La députée du coin est venue à sa rescousse pour dire qu'un comité avait été mis sur pied. Il y aura des rencontres qui ont été préparées avec le ministre fédéral de l'Agriculture, le ministre provincial, et on travaille bien sur le dossier.
La Pocatière a une connotation toute significative pour les libéraux. C'est ici, il y a quelques années, que la commission jeunesse du Parti libéral avait forcé le virage souverainiste en adoptant massivement le rapport à l'air. On connaît la suite. Ce soir, Daniel Johnson est dans Rivière-du-Loup, le comté de Mario Dumont. Christine Saint-Pierre, à La Pocatière. Mais ce qui est en train de devenir l'affaire Bombardier a suscité bien d'autres réactions aujourd'hui, alors que la direction de l'entreprise réaffirme que les cadres n'ont pas subi de pression indue pour contribuer à la caisse du non. Plusieurs ténors du camp du oui soutiennent que la réalité est tout autre. Le reportage de Brigitte Marcoux. Les discours des tenants du oui et du non se sont rapidement envenimés relativement à l'affaire Bombardier. La direction a rencontré ses cadres. Nous ne le cachons pas, comme nous le faisons avec tous les enjeux importants qui confrontent notre entreprise, et si c'était à refaire, nous le referions. Je souhaite que les gens prennent conscience de l'attitude du camp du non. Quand on nous parle de démocrate, là, ben ça, c'est pas démocrate, ça, faire des choses comme ça. Marc Pelletier soutient encore aujourd'hui que la rencontre qui a eu lieu avec les cadres de l'usine Bombardier était plutôt une discussion d'affaires sur les conséquences désastreuses, dit-il, de la victoire du oui le 30 octobre prochain. On est dans un pays libre, il a le droit de partager ses opinions. Il n'y a pas eu de tordage de bras chez Bombardier. Et ceux qui me disent que ça se fait gentiment et doucement, c'est pas vrai pantoute. Ça se fait pas gentiment et doucement. Ça joue dur. Je trouve malheureux qu'il se soit attaqué aux dirigeants de l'une des plus grandes entreprises de son comté, soit la division Sidou-Skidou de Bombardier, qui, sans contredit, apporte une contribution plus qu'importante dans son comté. Moi, j'en connais des cadres chez Bombardier, puis j'en ai consulté plusieurs, il n'y en a pas juste un, là. Ils sont soumis à des pressions, et s'ils ne financent pas, là, ils vont pas leur sortir leur carnet de chèques puis leur faire signer, là, mais... Lucienne Robillard, elle, a donné son appui à Marc Pelletier. Nous avons le devoir, non seulement le droit, mais le devoir de le faire parce que c'est un choix irréversible qu'on va faire le 30 octobre. Jean Garon, de passage en Estrie, a même commenté l'affaire. Ça me fait penser autrefois, quand le patron disait à ses employés comment voter. Je trouve que c'est une façon dépassée que j'aime mieux considérer ça du côté d'une erreur de M. Baudouin. Brigitte Marcoux, à Valcourt. Le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, accuse le camp du non d'avoir fait déraper le débat par ses abus de langage. Il a même affirmé que des employés fédéraux se sont fait menacer par lettre de perdre leur emploi s'ils votent oui au référendum. Vérification faite, ces fonctionnaires ont reçu une simple mise en garde contre les conflits d'intérêts possibles s'ils participent à des activités référendaires. Lynn Pagé. Nous, au Québec, on ne mange pas de ce pain-là. Le camp du oui a prévu à la dernière minute cette entrevue à une station de radio de Montréal, et ce, pour reprendre l'offensive. Jacques Parizeau déclare avoir été surpris par la virulence des attaques du camp du non ces dernières semaines. Alors là, je suis ressaisi, puis comme vous voyez, depuis 2 jours, là, comment dire, de notre côté, c'est passablement plus agressif. Le premier ministre soutient que le camp du non est prêt à tout. La lettre qui a été envoyée aux employés de la Commission de la capitale nationale qui habitent à Hull, si vous votez oui, représentez-vous pas au travail après le 31 octobre. Ça, c'est quelque chose. Quand il y a des gens qui disent « Ah, si on vote non, c'est pas plus grave que ça. » Hey, par toute espèce de choses comme celle-là, on voit tout ce qui peut nous pendre au nez si on vote non. Or, Jacques Parizeau n'a jamais vu cette lettre. Il faisait état de rumeurs. Vérification faite, le Conseil du Trésor fédéral a bel et bien envoyé une lettre aux fonctionnaires, les mettant en garde simplement contre les conflits d'intérêts. Ils doivent se demander si la capacité d'exercer leurs fonctions efficacement et impartialement pourrait être compromise en participant à des activités référendaires. Le premier ministre a aussi fait référence au fait que le logement d'un membre de l'exécutif du PQ du comté de Marie-Victorin a été vandalisé en fin de semaine. Il fait un lien avec les propos récents du camp du non. Écoutez, à force de faire des accusations, de gueuler comme ils l'ont fait, d'utiliser des termes vraiment abusifs et très forts, on est en train de créer un climat où ces affaires-là vont revenir. Enfin, le premier ministre a écarté tout doute possible sur la date du référendum. C'est lui qui, en dernier lieu, décide et le référendum se tiendra bel et bien le 30 octobre. Lynn Pagé à Montréal.
Et puis la députée du Bloc québécois, Suzanne Tremblay, demande au chef du camp du non, Daniel Johnson, de s'excuser auprès des Québécois et de se dissocier de ceux qui voudraient écraser le camp du oui. Suzanne Tremblay a fustigé le camp du non pour les propos que certains fédéralistes ont tenus en fin de semaine, comme l'homme d'affaires Claude Garcia qui a déclaré qu'il fallait écraser les souverainistes au référendum. Et je demande à M. Garcia lui-même de s'excuser auprès de la population québécoise, de les avoir ainsi traités, pensant que nous, le peuple québécois, on pouvait s'écraser, alors qu'on est à l'aube vraiment d'une nouvelle ère au Québec.